Good morning, good afternoon, good evening, everyone. Thank you so much for joining. We will Bonjour, start. bon après-midi et bonsoir à tous. Nous vous remercions de s'être joints à nous. Nous allons commencer dans quelques minutes. Je vous remercie d'être parmi nous pour assister à cette séance d'information pour le 7e appel à proposition du GAFSP pour les organisations de producteurs. Good morning. Oh, good afternoon. Good morning. Yes, good afternoon. Yeah, in the Gambia, it's all Good morning. afternoon. Good afternoon. Hello, Good hello, afternoon. everybody. Thank you so much for joining us. Good morning, good afternoon, good evening. Bonjour à tous. Merci d'être avec nous. Mon nom est Daniela et je m'occupe de la communication au sein du bureau de coordination du GAFSP, qui est le programme mondial pour l'agriculture et la sécurité alimentaire. Nous nous sommes réunis aujourd'hui pour cette séance d'information concernant le 7e appel à proposition du GAFSP destiné aux organisations de producteurs. Nous souhaitons partager les informations concernant l'appel, les lignes directives et vous donner l'occasion de demander des précisions. Alors, si je peux demander à tous et chacun de se mettre en sourdine, c'est-à-dire d'éteindre leur micro. Et si vous avez des questions durant la présentation, vous pouvez les écrire dans le chat et mes collègues liront les questions et nous essaierons de répondre à toutes vos questions durant la période dédiée aux questions-réponses. Donc, je vous prie de poser vos questions dans le chat parce que nous sommes très nombreux. Et la séance d'aujourd'hui est une séance très importante. Premièrement, nous allons entendre parler nous aurons une allocution de notre gérant de programme, M. Adama Touré. Et ensuite, notre collègue Cécilia nous offrira une présentation concernant l'appel, ses directives, procédures, etc. Ensuite, nous aurons environ 15 minutes ou même 1 heure dédiée aux questions-réponses. Nous n'allons pas prendre les questions directement de la salle, donc ne levez pas vos mains. Nous allons répondre aux questions qui seront posées par écrit dans le chat. Alors, nous avons 120 personnes qui se sont connectées avec nous. Il y en a d'autres qui continuent à se connecter. Et donc, je suis très heureuse de vous souhaiter la bienvenue de façon virtuelle. Et je vois maintenant Adama. À vous la parole, Adama. Merci à tous, Darina et au GAFSP, pour avoir organisé cette séance. Bonjour à tous. Je suis heureuse de vous accueillir à cet événement important. Mon nom est Adama Touré. Je suis directeur au Programme mondial de l'agriculture et la sécurité alimentaire, qui est le GAFSP. Je vous souhaite tous la bienvenue à cet événement important. J'aimerais aussi souhaiter la bienvenue aux représentants des organisations de producteurs, aux chefs d'équipe de projet, aux représentants de l'entité de tutelle, aux sociétés civiles qui sont présents. Votre présence et votre participation à l'événement d'aujourd'hui soulignent l'importance de cette initiative et soulignent l'impact qu'elle pourra avoir sur l'amélioration des moyens de subsistance et de la résilience des communautés vulnérables. Et comme vous le savez, le GAFSP s'est engagé à faire face à la crise mondiale de la sécurité alimentaire à travers le monde et a voulu lancer un appel à proposition qui offre aux organisations de producteurs une occasion précieuse d'accéder à des financements. Et le GAFSP reconnaît le rôle critique joué par les organisations de producteurs au niveau des moyens de subsistance, au niveau de production, etc. Et donc, en 2023, le GAFSP lance un nouvel appel à proposition qui est axé sur les OP pour améliorer leur capacité à soutenir les petits exploitants et leurs membres, pour améliorer leurs moyens de subsistance et la résilience des membres.
de faire face aux crises. Nous sommes ici pour partager des informations concernant la procédure et les exigences de cet appel afin que vous puissiez faire des demandes qui soient acceptables et qui soient éligibles. Vous aurez l'occasion de poser des questions au bureau de coordination du GAFSP. Nous allons commencer avec une présentation PowerPoint qui va vous fournir toutes les indications nécessaires concernant les procédures et les exigences de cet appel. Cette présentation sera suivie par une période questions-réponses durant laquelle nous vous encourageons à écrire toutes les questions qui vous viennent à l'esprit dans le chat. Et je remercie donc ceux qui ont déjà envoyé leurs commentaires à l'avance. Notre équipe sera prête à répondre à toutes vos questions et nous nous réjouissons à l'avance de nos discussions et aussi à répondre à toutes vos questions. Merci et commençons. Alors, à vous, mes collègues. Bonjour, bonjour à tous et bienvenue. Je vais maintenant partager ma présentation avec vous. J'espère que vous voyez l'écran. On voit tous l'écran? Oui, bien. Alors, bienvenue à tous. Mon nom est Cécilia Margutta. Je fais partie du bureau de coordination qui sert de secrétariat pour le programme et spécifiquement, je suis le point focal pour les organisations de producteurs. Donc, cette présentation durera environ 20-30 minutes et elle présentera un survol des exigences et processus de cet appel à proposition. Je vais commencer par vous présenter le programme, ceux qui ne nous connaissent pas. Le GAFSP est le Programme mondial pour l'agriculture et la sécurité alimentaire. Il s'agit d'un instrument de financement multilatéral qui a été lancé en 2010 pour lutter contre la faim et la crise qui règne à l'époque. Son objectif est de soutenir les pays pauvres dans leurs efforts. Malheureusement, on n'entend pas parce que les micros sont ouverts. Merci. Hello, everyone. For those not speaking, could you please mute your mics? On vous prie d'éteindre vos micros, s'il vous plaît, pour éviter le bruit de fond. Alors, nous fournissons des subventions à des projets méritants du secteur privé ou des pays ou des organisations de producteurs. Et dans le cas des organisations de producteurs, il s'agit de subventions plus réduites. Alors, on demande à ceux qui viennent de se connecter de se mettre en sourdine, d'éteindre leur micro, s'il vous plaît. Est-ce que Diana peut éteindre le micro de tous les participants pour que le déroulement se fasse mieux? Merci. Alors, le projet que nous finançons sont mis en œuvre en partenariat avec des institutions de développement qui sont appelées aussi les entités de supervision, qui sont les banques régionales de développement, les agences des Nations unies et le groupe de la Banque mondiale et l'IFC. On peut voir leur logo ici à gauche. Alors, le GAFSP est gouverné par un comité de pilotage qui est l'organe de décision qui fonctionne par consensus et qui est formé par les donateurs, les pays, les sociétés civiles et aussi les partenaires qui sont les entités de supervision. Alors, les décisions sont prises, comme je le disais, par consensus et en se basant sur les priorités du GAFSP.
Yeah? Donc, je voudrais exprimer en français. I want to speak in English, in French. Oui, may I C'est ask bon? you to hold on your question for Pouvez-vous Diane? attendre avant de poser la question, s'il vous plaît? No, it was asking for translation in French. I'm sorry. Yes, apologies. Yes, the interpretation is available. L'interprétation est disponible en français. Vous pouvez activer l'icône qui se trouve en bas à droite de votre écran. Il y a un globe. Alors, veuillez activer l'interprétation. It should be at the bottom of the window. You should see a little word. You can explain to him in French, Sechi. Go ahead. Voilà. Il y a la traduction en français. Français, je peux y aller? Pardon? Je peux y aller en français? Oui, bien sûr. OK. Donc, je suis Jules Firemba Kamungu. Mais Je juste. suis de Oui, mais vous attendez les questions après la présentation, s'il vous plaît. Donc, Oui, à la fin de la présentation, il y aura les questions et les réponses que Darina va organiser. D'accord? Donc, si vous donnez-lui la chance de vous présenter l'ensemble, et après, il y aura les sessions, les questions et les réponses. D'accord? Est-ce qu'on peut faire comme ça? D'accord. C'est à toi. Merci. Yeah, again, we will accept question, but please. Nous allons accepter des questions, mais je vais commencer par faire ma présentation et vous pourrez écrire vos questions dans le chat. Alors, tel que je le disais, on a un comité de pilotage qui prend les décisions et le comité de pilotage a décidé de lancer un 7e appel à proposition afin de pouvoir soutenir des efforts existants pour faire face à la crise mondiale de la sécurité alimentaire et de la nutrition. Alors, cet appel est composé de 2 parties. Donc, la première partie est un appel destiné aux pays qui a été lancé en septembre 2022 et qui voit l'attribution des fonds à la mi-mars 2023. Et il y a un 2e appel à proposition qui est celui dont on parle aujourd'hui, qui est destiné aux organisations de producteurs, qui a été lancé en janvier 2023. Donc, la particularité de cet appel à proposition par rapport au précédent est que le comité de pilotage a demandé de viser les capacités de financer les OP pour renforcer leurs capacités, intensifier leurs activités, améliorer la résistance. Et elle s'appuie donc sur les efforts existants. Et on doit ceci pour accélérer la mise en œuvre. Et pour cette raison, cet appel à proposition doit s'appuyer sur les efforts existants qui sont déjà en cours afin de pouvoir augmenter les capacités à soutenir leurs membres en période de crise. Bien sûr, les objectifs de cet appel doivent être en ligne avec les objectifs suprêmes du GASP qu'on voit ici à droite dans les cercles jaunes et verts. Alors, je vais aller plus rapidement, mais je vais pouvoir retourner là-dessus si vous avez des questions à poser sur ce point. En fait, l'objectif et la portée de l'appel, eh bien, une subvention sera accordée aux propositions qui sont dirigées par des OP expérimentés. Et donc, on souhaite faire une mise à l'échelle des activités existantes. On doit soutenir la capacité à intensifier leurs activités. Et aussi, cet appel à proposition, alors le financement sera donné aux organisations de production qui peuvent vraiment démontrer une
une capacité minimum. Et par capacité minimum, on veut que l'OP démontre sa capacité à pouvoir mettre en œuvre et gérer un projet parce qu'on veut agir rapidement et on veut s'assurer à cause de la situation qui est très difficile. Et donc, on va vraiment se concentrer sur les OP qui ont déjà de l'expérience dans le domaine. Alors, pour être éligible, on doit avoir une structure qui correspond à notre définition d'organisation de producteurs, qui est inclue dans nos lignes directives. Nous visons donc ceux qui sont dans des réalités très difficiles à travers le monde, mais en consultant avec nos partenaires, on a réussi à fournir une définition qui doit être le plus flexible possible, mais qui en même temps, on doit s'assurer que nos fonds aillent aux organisations de producteurs qui en ont le plus besoin. Et donc, pour être éligible, vous devez répondre aux caractéristiques qui sont affichées ici à l'écran. Donc, il faut que ce soit une entité légale enregistrée qui peut prendre la forme d'une organisation de production, d'exploitants, des syndicats, et les membres de ces organisations doivent être des agriculteurs, des pastoralistes, des pêcheurs, des personnes, des éleveurs, des sans-terre, des peuples autochtones. Ces membres doivent être impliqués dans le processus décisionnel de l'organisation en soi, c'est-à-dire qu'ils doivent être consultés dans le processus décisionnel et l'organisation ne peut pas être une organisation à profit. Donc, ça doit être et les profits doivent être réinvestis dans l'organisation ou partagés parmi les membres. Alors, il y a les organisations doivent démontrer qu'ils ont déjà une expérience. Alors, we do recognize that in some part of the world, the cooperative, the union that we want to target need to be registered as NGO and private company, and we will try to assess case by case this situation. So as mentioned in the introduction, the GAFSP is a tool dedicated to the world's poorest countries. And we use the list of countries by the International Development Association, which as of today includes 58 countries, which you can see in this table. As a consequence, producer organization can apply only if they are part of, they are based and operating in one of these countries. So here you can see the eligible activities for this scope. This scope will finance medium to long-term interventions that first scale up existing activity or recently closed activities by the producer organization. And these activities must be aimed at the improvement of the PO and its member resilience through, for example, improving land and water management, diversifying food production, improving post-harvest losses. You can see more example in the core guidelines. And second, another element that needs to be in the proposal is activities aimed at the strengthening of the producer organization internal capacity and the PO governance, administrative and technical capacity, as well as their operational capacity. So in addition to these main group of activity, we also, as for each of GAFSP Finance project, we would like to see the project revolving around one of our cross-cutting themes. And our cross-cutting themes are climate adaptation, food and nutrition security, and women and girls empowerment. But regardless from this central topic of your project, pour ce qui est du sujet principal de votre projet,
Nous souhaitons que ce projet se concentre sur le climat, car nous sommes en train d'insérer une approche sur le climat. Et cette nouvelle approche inclut, donc nécessite des efforts dans chaque projet, des efforts pour se concentrer sur le climat. Et enfin, pour les projets que nous finançons, nous souhaitons voir des efforts actifs pour combler le fossé entre les sexes au niveau de l'accès à l'emploi, notamment, et au niveau de la représentation des femmes dans les institutions. Voici sur cette diapositive d'autres éléments importants à prendre en compte avant d'envoyer votre candidature. L'OP est chargé de préparer la candidature, mais c'est l'organisation candidate qui va devoir travailler avec une autre entité de supervision. Donc, dans ce cas, par exemple, une OP peut néanmoins présenter une candidature sans une SE. Et l'entité de supervision doit revoir et co-signer la documentation de la proposition. Et son rôle, c'est également la supervision de l'envoi de la candidature. L'entité de supervision peut collaborer avec une seule OP par pays. Par conséquent, si on a déjà accepté de travailler avec une OP au Sénégal, l'ASE ne peut pas donc conclure de partenariat avec une autre dans le même pays. Il y a une seule exception, c'est lorsque l'ASE présente une proposition dans un pays où l'ASE est déjà en train de mettre en œuvre un projet du GAFSP et a besoin de financement supplémentaire. Néanmoins, pour ce qui est des nouveaux projets, cette règle vaut. En conclusion, l'OP et la SE vont devoir contacter les parties prenantes qui travaillent dans la région où l'OP travaille, et cela de manière inclusive. Bien, passons au processus d'envoi de candidature. Voici une chronologie. Cette procédure d'envoi de candidature est divisée en 3 parties. Première date limite, c'est le 24 février. Les candidats doivent envoyer leur expression d'intérêt selon le modèle que nous fournissons sur notre site. Nous allons examiner les informations de ces expressions d'intérêt. C'est comme ça que nous allons déterminer si l'OP est éligible. Les OP qui seront considérés comme étant éligibles pourront passer à la deuxième partie de l'envoi de candidature avec comme date limite le 9 mai. Seuls les OP qui ont été acceptés durant la première phase pourront passer à la deuxième, évidemment. La proposition sera ensuite envoyée au comité consultatif technique qui l'examinera et qui déterminera quels projets seront financés. Nous espérons pouvoir passer à l'octroi de subventions d'ici la fin juillet. Je viens de vous fournir des informations qui sont néanmoins disponibles sur notre site web. Vous pouvez vous y rendre, aller sur la page d'accueil en haut à droite de votre écran. Vous pouvez cliquer sur Learn More, en savoir plus et accéder ainsi à toutes ces informations. Il y a une page qui est consacrée à l'appel à proposition avec des principaux documents dont vous avez besoin, qui regroupent les principales informations dont vous aurez besoin pour envoyer votre candidature. Vous trouverez notamment des lignes directrices. C'est le document qui regroupe les principales instructions. Vous trouverez également le modèle d'expression d'intérêt et différents autres modèles. Je vous recommande chaudement de télécharger tous ces documents. Et je pense que ces documents suffiront à répondre à la plupart de vos questions. Voici les documents que vous devez envoyer pour la première phase de la candidature avec pour date limite le 24 février.
Vous devez envoyer le modèle d'expression d'intérêt qui collecte les informations de base permettant d'évaluer l'éligibilité, le degré de préparation des OP. Vous y trouverez une description du projet. Vous devez y insérer une description du projet, des informations sur les activités à mettre à l'échelle. Nous attendons également une lettre de présentation commune à l'OP et à la SE. Alors ça, c'est une nouvelle étape que nous venons d'introduire. Cette étape vise à faire en sorte que les OP et les SE sont en contact, qu'ils ont déjà initié un processus de collaboration et que les représentants de la SE sont ont le contrôle de la situation. Vous devez également envoyer un troisième document qui est le règlement de l'OP. Donc, il s'agit de tout document officiel qui régit le fonctionnement de l'OP et qui peut montrer que celle-ci est une organisation qui est immatriculée ou enregistrée. Ces documents d'accompagnement doivent être traduits en anglais ou en français, notamment pour le règlement intérieur de l'OP. Il est certainement dans la langue d'origine, ce qui est normal, mais nous souhaitons recevoir une traduction qui accompagnera bien sûr le document original. Comme je l'ai déjà dit, l'unité de coordination va recevoir tous ces documents, va vérifier que l'ensemble des documents ont été remplis, toutes les sections sont au point. Et à cette étape, l'unité de coordination ne fera aucune évaluation de la validité des informations reçues. Il ne reste pas moins qu'elle se penchera sur le règlement intérieur de l'OP ainsi que d'autres informations sur cette dernière pour voir si elle est éligible. Et alors, bien sûr, si l'OP ne correspond pas aux définitions que nous avons déjà citées, nous informerons à l'OP, le candidat, que sa candidature n'est pas recevable. Mais nous ferons tout pour faire preuve de flexibilité pour ce qui est de la définition d'une organisation de producteurs. Soyez néanmoins conscients que nous devons évaluer l'éligibilité des OP et donc toute OP est éligible si sa candidature est transmise au TAC et qu'une fois arrivé au TAC, celui-ci peut également rejeter l'OP et décider qu'elle n'est pas éligible. C'est une possibilité. Nous essaierons néanmoins de faire preuve de flexibilité. Nous espérons informer les OP de leur éligibilité ou non dans les 10 jours suivant la réception de leur candidature. Si l'OP est éligible à la fin de la phase 1, eh bien, cette OP peut donc entrer dans la deuxième phase de candidature. Voici les documents qui doivent être envoyés durant cette deuxième phase avant la date limite de mai, le 9 mai. Vous devrez envoyer le modèle de proposition finale du GAFSP. Vous le trouverez sur notre site web. Ce modèle regroupe d'autres informations sur l'élaboration du projet, sur les domaines thématiques couverts par le GAFSP, sur l'OP, la SE, et nous souhaiterons également recevoir une preuve des activités de l'OP, des activités existantes de l'OP, de leur mise en œuvre, ces activités qui font partie de la proposition. Nous souhaitons également recevoir une lettre d'accord de la part du partenaire de cofinancement. Le pays candidat, ou plutôt l'OP candidat, doit également fournir une déclaration de préparation qui est élaborée par la SE qui est sélectionnée. Nous avons besoin de 2 documents de la part de la SE. Alors, il y avait déjà un document de la SE à fournir en février pour prouver que l'OP et la SE sont d'accord pour travailler ensemble, qu'ils sont convenus des modalités de mise en œuvre,
sont convenus de plusieurs dispositions. Eh bien, ce deuxième document, il sera différent. L'ASE doit donc déclarer qu'elle est prête à rejoindre le projet. Cela confirme également le fait que l'entité de supervision a réalisé une évaluation de qualité de la proposition avant de l'envoyer. Le 9 mai, lorsque nous aurons reçu la proposition finale, l'unité de coordination va réaliser une autre évaluation de la proposition, puis la proposition sera transmise au TAC, au comité consultatif technique. Il s'agit d'un organe indépendant que nous constituons à chaque fois qu'il y a un appel à proposition et il regroupe différents experts dans le domaine de l'agriculture et de la sécurité alimentaire. Le mandat du comité consultatif technique est d'évaluer la proposition et de faire des recommandations au comité directeur qui va décider de l'octroi de subventions. Le comité directeur a toujours été d'accord avec la décision du TAC. En général, le comité directeur décide d'approuver ou de ne rejeter une proposition. Mais si la proposition est bonne, qu'il n'y a pas assez de financement, cette proposition, celle-ci peut être approuvée de manière temporaire. Alors, j'ai presque fini. Revenons sur les critères de sélection qui seront utilisés par le comité consultatif technique. Il y a 3 critères principaux qui seront examinés. Chacun d'entre eux regroupe différentes règles. Alors, il y a tout d'abord la description du projet qui représente 40% du score et qui vise à évaluer la qualité de la proposition, qui évalue également de quelle manière le projet va venir agir pour atteindre l'objectif du projet. 20% du score sera consacré au prisme de l'inclusion, avec l'inclusion des domaines thématiques qui sont, par exemple, le genre et l'autonomisation des femmes et des filles, et 2 autres, mais nous essaierons également d'évaluer l'inclusion d'activités sur le climat et d'activités qui permettent de réduire le fossé entre les sexes. Enfin, le degré de préparation opérationnelle, c'est le 3e critère qui représentera 40% du score final et qui nous permettra de revenir sur l'expérience de l'OP, sur sa capacité à gérer des fonds, sur sa capacité à mettre en œuvre des fonds, à travailler avec des partenaires, à structurer son budget. En conclusion, et là j'en arrive à la partie la plus intéressante, les financements disponibles. Nous avons environ 25 millions de dollars à octroyer. Ce chiffre peut augmenter selon les prochaines promesses des bailleurs. Donc pour le moment, nous souhaitons financer 10 projets. Donc si vous lisez les lignes directrices, nous prévoyons 3 millions par projet, mais il n'y a pas de montant minimum. En général, il n'est pas recommandé de demander d'octroyer moins de 1,5 million par projet. Donc, il n'y a pas de seuil plus bas parce que nous attendons à d'autres demandes de financement pour les projets du GAFSP existants. Et dans ce cas-là, nous octroierons des subventions de moins de 1,5 million de dollars. Toutes ces informations sont disponibles sur notre site web, comme je l'ai déjà dit, mais comme certains d'entre vous l'ont déjà fait, vous pouvez, si vous le souhaitez, nous contacter. Au terme de cette réunion, nous allons également créer une session questions-réponses sur notre site web. Enfin, si vous êtes une OP ou si vous êtes une ONG et si vous êtes intéressé à fournir des services dans le cadre d'un projet, vous pouvez contacter directement votre entité de supervision pour lui demander d'être votre partenaire de projet. Vous pouvez
tout simplement également nous consulter pour nous pour offrir des services si vous êtes une ONG ou un prestataire de services. J'en arrive à la fin de ma présentation. Je vous remercie de votre attention et je passe la parole à ma collègue. Merci, dit Darina. Nous avons déjà reçu 40 questions. Je les ai toutes lues et j'essaie de les regrouper en domaines thématiques afin que nous puissions donc y répondre. Et comme l'a dit Cécilia, nous allons noter toutes les questions qui ont été posées et il y aura une section phare aux questions dans notre site web. Cette section, nous allons la lancer un peu plus tard cette semaine et nous avons également l'enregistrement de cette réunion dans les 3 langues qui seront disponibles sur le site web. Nous partagerons en outre la présentation qui a été faite aujourd'hui dans quelques jours. J'ai regroupé plusieurs des questions afin de commencer cette séance de questions-réponses. Il y a eu pas mal de questions sur l'éligibilité, par exemple, notamment. Alors, je sais que vous, Cécilia, a abordé le sujet, mais est-ce que vous pourriez revenir sur les critères d'éligibilité? D'autre part, on nous parle de l'accès aux entités de supervision. À quel moment est-ce que l'on peut donc établir un partenariat avec l'ASE? Ensuite, autre question, est-ce que l'ASE doit avoir de l'expérience préalable, d'expérience de travail préalable avec l'OP? Donc, il s'agit ici, on parle d'éligibilité, de relation entre l'OP et le SE, donc comment accéder à l'ASE. Et là, maintenant, j'enregistre tous ceux qui ont levé la main à saisir leurs questions dans le chat. Nous avons 40 questions. Nous essaierons d'y répondre à toutes les questions, mais nous ne prenons pas de questions à l'oral, en direct. Je m'excuse, puisque nous sommes près de 170 participants, donc ce n'est pas possible. N'hésitez pas néanmoins à écrire vos questions dans le chat et nous y répondrons. Alors, Cécilia, je vous repasse la parole pour répondre aux questions. Merci, Darina. Alors, nous avons vraiment essayé de clarifier, de donner une définition très claire des OPDSE. Et nous souhaitons également refléter la diversité des OP et DSE. Alors, je vais répéter la définition de l'OP. L'organisation doit être une organisation locale ou nationale, ce qui signifie que les organisations régionales ne sont pas éligibles. C'est une décision que nous avons prise avec le comité directeur et l'objectif, c'est de contacter des acteurs locaux. Donc, nous souhaitons des organisations locales qui peuvent avoir différentes structures. Ça peut être des coopératives, des syndicats, des organisations faîtières. Nous sommes vraiment flexibles pour ce qui est de leur type. Nous les appellerons toutes des OP, des organisations de producteurs. Mais il y a plusieurs nuances, bien sûr. Et il y a l'organisation doit être détenue par l'OP, ce qui veut dire que les membres, les agriculteurs, les pêcheurs, les éleveurs participent à la prise de décision. Elles peuvent faire partie du conseil ou de d'autres façons. L'organisation ne doit pas être une organisation qui vise le profit. Si cette organisation produit un revenu, ce revenu doit être redistribué. Il peut être redistribué entre les membres ou investi dans l'organisation même. Alors, dans le modèle, première partie, on a 4 questions qui sont posées, qui sont très faciles. Il est très facile de comprendre ce qu'on recherche parce que la question dit, est-ce que votre organisation est une organisation qui s'occupe d'agriculture, de pêche? Alors, vous n'avez qu'à répondre oui ou non. Alors, c'est une façon facile
de pouvoir savoir si votre organisation est éligible ou non. Dans certains cas, l'organisation ne répond pas à une définition bien précise. On peut toujours fournir une justification pour dire pourquoi votre cas devrait être considéré. Parce que ce n'est pas seulement les ONG qui sont la seule façon de s'organiser, mais on vous prie d'expliquer vos justifications qui fait que selon vous, vous êtes éligible à être considéré pour l'octroi de fonds. Alors, il y a des cas où c'est très clair et il y a des cas aussi où ce n'est pas très clair. Et dans ces cas, on va essayer de faire un examen cas par cas et essayer de voir si votre entité est éligible ou non selon sa structure et si cette entité correspond aux objectifs qu'on s'est posés. Alors, j'espère avoir été claire. En ce qui concerne les expériences, peut-être une précision sur la question régionale, parce que régional peut avoir deux définitions. Alors, dans les pays francophones, régional, ça peut être aussi à l'intérieur du pays même. Et on peut comprendre régional comme étant une petite partie de la nation. Ici, quand on parle de régional, quand on parle d'organisation régionale, on parle d'une organisation qui intègre plusieurs pays. Donc, ceci doit être clair pour les francophones. Alors, lorsque on parle d'une organisation régionale, lorsque le GASP fait référence à une organisation régionale, on parle d'une organisation qui fait partie de plusieurs pays, de plusieurs nations. Alors, merci. Alors, il y avait une question de la part du Madagascar là-dessus, parce que Quand on parle d'organisation régionale, c'est au-delà du pays. Donc, c'est sous-régional en fait, comme une organisation qui est continentale ou qui travaille sur plusieurs pays dans une région, en Afrique australe ou ailleurs. Mais à l'intérieur d'un pays, il y a des régions. On ne parle pas d'organisation de région de Madagascar. Ces organisations de régions à l'intérieur de Madagascar sont toujours considérées comme des organisations nationales et donc éligibles à la proposition. D'accord? C'est juste la clarification que je voulais donner. Merci. Many thanks, Adama. That's very important. Merci pour avoir précisé ce point. Alors, en ce qui concerne les entités de supervision, et si cette entité a déjà eu une expérience avec l'OP, la réponse est non. Alors, ce partenariat peut être un nouveau partenariat. Ce qui est important, ce que nous examinerons au sein du TAC et savoir si l'OP a déjà eu une expérience de partenariat avec d'autres ONG ou entités internationales parce qu'on veut tester la capacité de l'OP à gérer des fonds, de mettre en œuvre un projet. Donc, peu importe si vous n'avez jamais travaillé avec une entité de supervision ou si vous avez travaillé avec l'Union européenne ou avec une ONG, ça va également au niveau de votre expérience. Alors, ça va être considéré et vous serez éligible. Maintenant, je vais passer à une autre question. On a demandé de préciser le rôle de l'entité de supervision. Le rôle de l'entité de supervision est de soutenir l'OP. L'OP est celui qui met en œuvre le projet, c'est celui qui conçoit le projet, c'est celui qui détient le projet, mais il obtient le soutien de l'entité de supervision. Dans certains cas, l'entité de supervision peut avoir un rôle plus important parce que si vous avez déjà contacté une entité de supervision ou si vous allez le faire bientôt, l'entité de supervision peut
vous soutenir au niveau de la préparation et décidément, cette entité de supervision devra vous soutenir lorsque la proposition est terminée parce qu'elle devra faire une vérification de la qualité de votre proposition. Alors, au dernier appel à proposition, on n'a pas fait ce commentaire, mais maintenant, nous demandons vraiment aux entités de supervision de vous offrir un soutien tout au long de la préparation de votre demande parce qu'on se rend compte qu'ils ont la possibilité de vous aider à formuler des demandes de qualité. Alors, on doit aussi tenir, lorsque le projet va commencer, l'OP devra suivre les règles établies par l'entité de supervision au niveau du transfert de fonds, de la mise en œuvre. C'est la raison pour laquelle l'OP doit être très conscient des règles qui sont imposées par son entité partenaire de supervision. Et on a parlé aussi d'investissement au niveau de la structure. Alors, ce n'est pas permis dans cet appel à proposition. En général, au GAFSP, nous évitons de fournir des fonds pour des infrastructures au niveau des OP. Alors, naturellement, on devrait, s'il y a des petites infrastructures, on devrait étudier cas par cas. Alors, il y a aussi une question, si une OP qui a déjà participé à notre dernier appel à proposition, peut-il faire demande encore une fois? Alors ça, c'est un point important. La réponse est oui. Parce que si vous êtes une OP qui a déjà fait demande et sa demande n'a pas été approuvée en 2021, vous pouvez se resoumettre et bien sûr, vous serez éligible à participer au processus de sélection. Vous ne pouvez pas soumettre si vous avez un projet déjà en cours, vous ne pouvez pas soumettre une nouvelle proposition, mais vous pouvez demander une mise à l'échelle de votre projet. Alors, jusqu'à maintenant, nous avons 15 projets actifs. Il y en a 12 qui sont de nouveaux projets et chacun de ces projets peuvent faire demande pour des fonds additionnels. Donc, la réponse est oui. Darina, est-ce que vous avez... J'essaie de répondre à toutes les questions. Alors, j'ai d'autres questions pour toi. Alors, la participation du gouvernement. Alors, la nature de la participation du gouvernement. Est-ce qu'on pourrait en parler davantage? Et il y avait aussi des questions concernant les circonstances exceptionnelles, les conditions où les ONG et les entreprises privées peuvent faire demande. Donc, la participation du gouvernement, quel est cet engagement et aussi la question des domaines thématiques transversaux. Alors, la participation du gouvernement. Alors, c'est quelque chose dont on n'avait pas parlé dans les anciens appels à proposition parce qu'au GAFSP, nous avons toujours travaillé en suivant les priorités des pays. Donc, nous avons pensé que même si pour cet appel, nous n'avons pas besoin d'une approbation gouvernementale, on ne vous demande pas d'avoir un timbre officiel du gouvernement, mais on voudrait que vous informiez le gouvernement que vous faites cette demande pour recevoir un financement. Alors, en fait, dans la deuxième partie de votre demande, l'entité de supervision devra soumettre une lettre de préparation. Et dans cette lettre de préparation, nous attendons à ce que vous puissiez confirmer que vous avez communiqué au gouvernement, au ministère de l'Agriculture, au ministère de l'Économie et des Finances ou tout autre ministère, en fait, que vous avez envoyé communication que vous faites demande de financement auprès du GAFSP. Et si vous pouvez également lier cette communication à votre dossier, ça serait l'idéal. Alors, les ONG et les entreprises de secteur privé peuvent faire demande si
ces entités correspondent aux exigences du GASP. Donc, par exemple, on doit s'assurer que les membres de cette entité font partie du processus décisionnel et on doit examiner cas par cas si les ONG et si cette entreprise privée peuvent vraiment correspondre à nos exigences parce qu'on se rend compte que c'est le seul genre d'entité légale qui peut être constituée dans certains pays. Et donc, oui, on en tient compte, mais on va examiner cas par cas. Alors, en ce qui concerne les domaines thématiques transversaux, vos projets devraient toucher la question de la nutrition, du climat, de l'autonomisation des femmes. Alors, c'est à vous de choisir. Mais en plus, chaque projet devrait avoir en plus une activité qui concerne le climat, c'est-à-dire de pratiques durables, d'écologie ou autres. On peut trouver dans notre site Web un lien dans la section dédiée à l'appel à promotion qui touche au cadre que nous utilisons. Alors, il y a certaines activités qui visent la question de l'atténuation et l'adaptation au changement climatique. Vous devez donc inclure à ce moment-là des indicateurs qui sont pertinents et qui touchent à cet aspect qui est inclus dans votre projet. Alors, on s'attend à ce que vous ayez des indicateurs appropriés dans votre projet. Et bien sûr, vos projets devraient aussi avoir quelque chose à voir avec l'autonomisation des femmes pour pouvoir combler l'écart entre les sexes. Essayer d'inclure les femmes d'une façon ou d'une autre, l'accès aux femmes, aux ressources, à l'emploi et au processus décisionnel en général. Voilà. J'espère avoir répondu de façon claire à vos questions. Peut-être que vous pourriez parler également de la disponibilité budgétaire pour cet appel. Alors, combien d'argent sera alloué? Il y a aussi une question, je sais que vous en avez parlé durant la présentation, et je répète que nous partagerons le PowerPoint avec vous après cette réunion, ainsi que les enregistrements dans toutes les langues. Alors, s'il y a un programme financé par le GASP, alors, alors, pardonnez-moi, l'avantage est que les projets doivent inclure un des thèmes transversaux parce que le thème transversal compte pour 20%. Il pèse sur 20%. Donc, si vous n'avez pas inclus un domaine thématique dans votre demande, ça sera évalué, vous aurez une évaluation de 0 au niveau de la pondération. Alors, en ce qui concerne la disponibilité de financement, comme jusqu'à maintenant, on dispose de 25 millions de dollars. Ceci peut changer, mais jusqu'à maintenant, nous avons 25 millions de dollars. En juillet, on saura si on en aura plus ou non. Chaque projet devra présenter un budget. Le budget peut aller jusqu'à 3 millions. Votre budget ne doit pas être 3 millions exactement. En général, en moyenne, les projets ont un budget de 2,5 millions. On n'a pas fixé de seuil minimum, mais on vous encourage à ne pas soumettre de projets dont le budget est inférieur à 1,5 million parce que c'est coûteux de pouvoir lancer un projet. Et donc, nos 15 projets peuvent aussi faire demande pour un financement additionnel. À ce moment-là, les projets qui demandent à intensifier leurs activités pourront soumettre des projets qui ont un budget légèrement inférieur aux nouveaux projets qui seront proposés.
Alors, par capacité minimum, ce qu'on veut dire, c'est une capacité minimum, une capacité de pouvoir conduire le projet, de pouvoir gérer le projet. Alors, vous devez démontrer votre expérience à travailler en partenariat, votre expérience à mettre en œuvre un projet. Et donc, les demandes qui ne sont les demandeurs qui ne sont pas en mesure de démontrer qu'ils ont une expérience au préalable auront un score moins élevé et moins de chances de pouvoir réussir. Le projet devra avoir un niveau de complexité qui soit compatible avec la mise en œuvre. Ça ne doit pas être un projet trop ambitieux. Il doit, en général, l'expérience préalable au niveau de la mise en œuvre est évaluée de façon très importante. Donc, c'est un gros plus. J'espère avoir bien répondu. Il y a beaucoup de questions aussi au niveau de la procédure et du calendrier. Et là-dessus, je dirais qu'il y a beaucoup d'informations disponibles sur le site Web. Vous pouvez y faire référence au niveau des dates, des modèles pour présenter votre demande. Vous pouvez consulter le site Web. Alors, est-ce qu'on va envoyer la proposition directement au bureau de coordination? Est-ce qu'on va recevoir notification avant de pouvoir procéder à la deuxième partie? Est-ce qu'on pourrait peut-être mieux expliquer de comment va se dérouler le tout entre la première partie et la deuxième partie? Alors oui, on vous demande d'envoyer votre manifestation d'intérêt d'ici le 24 février. Ensuite, nous allons vérifier si votre proposition est complète, si vos documents sont, tous les documents sont prêts et conformes. Ensuite, dans un délai de 10 jours, on va vous répondre. S'il y a un document qui manque, s'il y a une erreur, on va vous contacter tout de suite et on va vous demander de compléter la demande correctement. Alors, c'est sûr que plus vous envoyez votre demande rapidement, plus on va être en mesure de vous répondre rapidement et vous permettre de corriger. Nous n'accepterons pas des demandes qui sont envoyées en retard. Nous sommes très clairs là-dessus. Le seul cas où on peut accepter un retard par rapport à la date limite du 20, c'est si on reçoit un préavis dans les 2 jours précédant la date d'échéance. À ce moment-là, on peut accorder jusqu'à 5 jours de délai de sursis. Et nous devons aussi, après notre évaluation initiale d'éligibilité, si votre projet est aligné, nous enverrons une réponse définitive dans 10 jours, c'est-à-dire en mars. Alors, on va aussi informer l'entité de supervision qui est votre partenaire et qui est l'interface aussi au niveau de la gestion du projet. Donc, nous communiquons avec l'entité de supervision soit au niveau de la préparation que de la mise en œuvre du projet. Une autre question importante que j'ai remarquée dans le chat concerne la possibilité de demander en tant qu'OP, consortium d'OP. Oui, c'est possible. Vous pouvez. Un consortium peut faire demande. Ce qui ne peut pas être fait est de créer un consortium pour faire demande. En principe, c'est parce que ce genre de consortium n'aura pas d'antécédent à présenter. Et donc, n'ayant pas d'antécédent, nous ne pourrons pas évaluer l'antécédent. Et donc, si vous constituez un consortium, vous ne serez pas éligible. Mais si le consortium existe déjà, vous pouvez
présenter un projet. Parce que c'est très important de pouvoir démontrer à ce coup que vous avez une certaine expérience, que vous avez des antécédents. Alors, merci Cécilia. Je vois 2 ou 3 questions sur la durée du projet. En particulier, quelle est la durée recommandée du projet? Si on veut répondre, je vous prie de répondre à cette question. Donc, la durée recommandée d'une année, au moins, de 2 ans au moins. Donc, nous n'accepterons pas de 5 années, j'avais mal compris. Donc, on n'acceptera pas de proposition de projet qui vise une durée supérieure à 5 ans. Pour ce qui est de la mise en œuvre, le projet doit débuter rapidement et nous avons appliqué de nombreux critères car nous souhaitons faire des projets importants. Voilà pourquoi nous cherchons des OP qui ont de l'expérience, mais selon nos lignes directrices pour les entités de supervision, nous donnons 2 ans pour faire la mise en œuvre à partir de l'approbation du projet. Vous avez bien sûr une mise en œuvre de 2 ans maximum, ou moins si vous le souhaitez. Merci Cécilia. Alors pour tous ceux qui ont mis des questions dans le chat, j'ai posté l'adresse du site web sur le gaz. Il y a encore pas mal de questions sur l'éligibilité. Je demande donc à ses collègues d'aller consulter notre site web ainsi que les instructions sur l'éligibilité. Et donc, je vous invite à aller consulter cette liste de pays éligibles. J'ai vu également d'autres questions pour tout ce qui... J'ai eu quelques questions qui étaient dirigées à moi, adressées à moi uniquement. S'il vous plaît, veuillez adresser vos questions à tout le monde. Comme ça, mes collègues peuvent la voir si moi, je ne la vois pas. Et puis, tout le monde, même les participants, peuvent voir votre question. J'en vois beaucoup d'autres. Cécile a dit, je souhaite apporter un complément sur l'éligibilité. Si vous avez des doutes sur l'éligibilité de votre OP, veuillez les partager avec nous. Vous pouvez nous consulter directement. Et ce que je souhaitais souligner, c'est que au sein de l'unité de coordination, nous allons évaluer vos critères d'éligibilité sur les informations fournies. Encore une fois, c'est le TAC ensuite qui va évaluer votre proposition avec des capacités renforcées et le TAC pourrait juger votre OP inéligible, même si nous pensons qu'elle l'est. Alors, en général, nos avis ne sont pas contradictoires, même si c'est déjà arrivé. Ce que je souhaitais souligner, c'est que vous pouvez nous contacter. Nous ferons de notre mieux pour vous fournir une réponse au plus vite sur les critères d'éligibilité. Et je vois également une question. Est-ce que le TAC peut soumettre plus d'une proposition par pays? Est-ce que l'on peut donc soumettre plusieurs propositions par pays afin de pouvoir donner plus de chances à l'OP d'être éligible? Et alors, la réponse est non. L'ASE ne peut être en partenariat qu'avec une seule OP par pays. L'OP doit correspondre à la définition que nous avons fournie. Si ce n'est pas le cas, veuillez nous consulter en avant. Et si vous recevez plus d'une demande du même pays, nous vous invitons à choisir l'OP qui a les meilleures chances de passer et d'obtenir les financements. Merci, Cécilia. J'ai posté l'adresse email du GAS, l'adresse email générale. Je pense que quelqu'un a pris la parole par inadvertance. Est-ce que vous pouvez éteindre votre micro? Néanmoins, si vous avez une question, veuillez la saisir dans le chat, s'il vous plaît.
So I was saying that I have included Comme je the disais, j'ai donc publié l'adresse email générale du GASP dans le chat. Alors, je sais que plusieurs d'entre vous nous ont déjà envoyé des questions, sont déjà en contact avec l'unité de coordination. Quoi qu'il en soit, nous examinons le chat. Alors, n'hésitez pas à nous contacter via le chat. Si vous le souhaitez, si vous ne nous avez pas contacté d'une autre manière au préalable. L'adresse email a été postée dans le chat. Si vous avez levé la main, rappelez-vous qu'il vaut mieux poser vos questions dans le chat. Regardons un peu s'il y a d'autres questions. Bien, et donc les indications sont ajoutées également sur la première page de chaque modèle. Tous les modèles peuvent être téléchargés sur le site web du GASP et en général, et j'inclus un lien direct vers l'appel à proposition. Et là-bas, donc sur cette page, vous pouvez retrouver tous les modèles ainsi que la procédure, des instructions. Nous avons reçu plus de 80 questions jusqu'à présent. Alors, nous allons préparer un document de foire aux questions pour regrouper toutes celles qui nous ont été envoyées. Et ce document sera publié sur notre site. Nous ne pourrons pas répondre à toutes les questions aujourd'hui. Et si c'est le cas, puisque ce sera le cas, nous allons publier ces questions et leurs réponses associées sur le site web. D'autre part, l'enregistrement de la réunion en anglais, en français, en espagnol sera également disponible sur notre site web. Cécile a dit, je vois une question importante dans le chat sur les ONG. Alors, les ONG, notamment les grandes ONG, les ONG internationales, c'est-à-dire les ONG qui ne sont pas locales et qui ne correspondent pas à la définition que nous avons fournie. Donc, ces grandes ONG ne sont pas éligibles. Elles peuvent participer au projet de deux façons. Elles peuvent soit cofinancer le projet, donc elles participent en tant que partenaire du projet, soit elles participent au projet en tant que prestataire de services. Et dans ce cas, elles doivent mettre en avant leur coût, le type de service qu'elles peuvent fournir. Néanmoins, cette ONG ne serait pas considérée comme co-applicant, co-entité de supervision. Merci, Cécilia, dit Darina. D'ailleurs, sur le sujet, il y a une question. Est-ce qu'une proposition qui a déjà été faite peut être reproposée? Ça, je pense, Cécilia, tu as répondu à cette question. Cécilia dit la réponse est oui. Et dans cet appel à proposition, nous souhaitons mettre à l'échelle les activités existantes. Par conséquent, si vous avez une proposition que vous avez déjà soumise, qui n'a pas été acceptée, que cette proposition est liée à des activités existantes ou à la mise en échelle des activités existantes ou d'activités récemment concluses, que vous pouvez le prouver, alors vous pouvez représenter la proposition. Darina dit, et plusieurs collègues ont posé des questions sur le budget ou sur les expériences préalables des OP. Est-il nécessaire de prouver qu'elles ont déjà généré un certain montant de financement? Si le budget de 1,5 million pour 4 ans, est-ce qu'une OP doit montrer qu'elle a déjà géré 375 000 $ par an pendant plusieurs années? Un autre collègue a également demandé, y a-t-il un montant spécifique que les OP doivent prouver avoir géré dans les années précédentes pour être éligibles? Alors, je vais peut-être vous montrer mon écran pour vous donner un aperçu du modèle parce que je pense qu'il peut répondre à de nombreuses questions. Donnez-moi quelques secondes. Voici le modèle de l'expression d'intérêt et comme vous pouvez le voir, donc le modèle ne doit pas dépasser cette page. Il y a des informations également sur la date limite, sur l'heure d'envoi limite de la proposition. Ici, nous demandons un rapport ou un lien vers un rapport sur les dernières activités menées par l'OP. Est-ce que l'OP est une entité immatriculée
est-elle immatriculée en tant qu'ONG ou entreprise privée? Et donc, voici les critères de sélection. Nous sommes conscients que les OP n'ont pas toujours la capacité, n'ont pas toujours ces informations à portée de main. Alors, nous ne demandons pas des informations si détaillées que ça. Si vous les avez, c'est mieux. Plus vous fournirez d'informations et plus vous aurez de chances de montrer que vous avez les capacités de gérer des fonds, de gérer le projet. Plus vous fournissez des informations, mieux c'est, notamment. Quoi qu'il en soit, ici, par exemple, nous demandons est-ce que l'OP est nationale, sous-nationale, est-ce que c'est une coopérative, une organisation faîtière? Décrivez le contexte dans lequel l'OP œuvre pour ce qui est de ses activités. Ça, c'était la première question. Deuxième question sur les membres. Est-ce que l'OP inclut des agriculteurs, des bergers, Et donc là, on en demande un peu plus sur la nature de la structure. Pour ce genre de questions, nous apprécions tout particulièrement des documents d'accompagnement. Alors, bien sûr, vous n'avez peut-être pas ces documents-là. Mais en réalité, le document que nous souhaitons vraiment avoir de vous, c'est le règlement intérieur de votre OP. Nous souhaitons surtout vérifier la date d'immatriculation de votre organisation. Vous devez pouvoir décrire la nature de l'organisation et sa structure. Ça, c'est ce que nous l'acceptons, c'est acceptable. Ici, par exemple, voici une troisième question. Est-ce que les membres de l'OP participent à la gouvernance de l'OP? Encore une fois, si vous avez un document qui vient prouver les choses, si vous avez un règlement clair qui décrit le processus de participation à la prise de décision, fournissez-le. Plus vous partagez d'informations, mieux c'est. Néanmoins, si vous n'avez pas ce document, vous pouvez nous fournir une description. L'unité de coordination va vérifier votre éligibilité. Qu'est-ce que cela signifie? Eh bien, que toutes ces questions ont été abordées par l'OP. Ensuite, nous tournons vers le TAC. Et par exemple, regardez cette question. Est-ce que l'OP partage les profits ou investit le projet dans elle-même? Et la réponse est non. Eh bien, alors, cela signifie que votre organisation n'est pas éligible. Autre exemple, ici, question 3, est-ce que les membres de l'OP participent à la gouvernance de l'organisation? Si la réponse est non, votre organisation ne sera pas éligible. Donc, regardez le modèle, examinez les questions et je pense qu'elles répondront, qui viendront dissiper de nombreux de nos doutes. Quoi qu'il en soit, si vous avez encore des questions après cela, n'hésitez pas à nous les adresser. Désolée, dit Darina, j'espérais que vous pouviez peut-être partager l'adresse sur le site web des modèles que vous venez de présenter, parce que sur le site web, vous pouvez vraiment avoir des instructions pour accéder aux modèles et aux modèles de proposition et autres. Donc, je souhaitais revenir sur la question sur la participation du gouvernement, sur l'examen des SE, mais nous n'avons plus beaucoup de temps. Alors, je vous invite à regarder l'enregistrement, la vidéo de la réunion et de donc revenir sur les explications fournies par Cécilia plus tôt. Alors, revenons au site web du GAFSP, gafsp.org. Donc, nous y voici. Rendez-vous en haut à droite de votre écran, en savoir plus, Learn More en anglais. Vous arriverez à une page qui est dédiée à l'appel à proposition pour les OP. Voici une brève description de l'appel à proposition et voici la liste des documents. La première, c'est les lignes directrices disponibles en français ou en anglais. Ensuite, vous trouverez dans ce document toutes les instructions. Vous découvrirez quoi faire, quelles activités inclure dans la proposition, comment participer au processus. Je pense que vous aurez accès à toutes les informations dont vous avez besoin. Si vous avez besoin d'autres informations, écrivez-nous, parce que si vous avez ces questions, ça veut dire que vous n'êtes pas le seul. D'autres auront les mêmes questions. Ensuite, sur cette page, vous pouvez également télécharger l'expression d'intérêt en anglais ou en français. Et enfin, notre modèle pour la proposition finale. Alors ici, on l'a dit.
Ça a été traduit par full proposal, proposition complète, mais en fait, c'est final proposal, proposition finale. Vous pouvez télécharger ces documents ici. Je pense qu'ils viendront dissiper plusieurs de vos doutes. Encore une fois, voici les entités participantes qui sont là en bas. Vous aurez également les coordonnées des points focaux. Vous pouvez les consulter directement pour déterminer s'ils peuvent établir un partenariat avec vous. Et si vous allez donc sur leur site, vous trouverez des informations et ces entités vont sélectionner les OP qui ont le plus de chances d'avoir du succès. Alors, ce n'est pas un processus, ce n'est pas facile, hein. Je vois que vous êtes beaucoup à participer à cette réunion aujourd'hui. Et malheureusement, nos moyens de financement sont limités, nos ressources humaines également. Merci Cécilia. Pour revenir à la question et les SE, si vous souhaitez avoir la liste des SE, allez sur notre site web et vous trouverez également les coordonnées des points focaux sur la présentation PowerPoint. Pour ce qui est des fonds et leur disponibilité, il y avait une question sur le sujet. Une entité de supervision a reçu 3 OP, 3 demandes de supervision, et donc cette SE dit qu'elle ne peut superviser qu'une seule OP. Et c'est ce que disait Cécilia. Il nous reste environ 10 minutes. Et je vois que nous avons encore 141 collègues avec nous. Y a-t-il des questions ou d'autres domaines que vous souhaitez couvrir, Cécilia? Je suis en train de lire les questions. Je vois beaucoup de questions sur l'éligibilité, encore une fois. En tout cas, si vous souhaitez savoir si votre OP est éligible ou non, je vous conseille de télécharger les documents de proposition, les modèles, de répondre aux questions qui figurent sur ce document. Je pense que c'est la meilleure solution pour déterminer si vous êtes éligible ou pas. Encore une fois, plus d'informations vous fournissez, mieux c'est. Je vois beaucoup de questions. Par exemple, est-ce qu'une... L'appel à proposition n'est pas ouvert aux organisations? Non, non, je vois une question d'Idarina en français. Je m'excuse, dit Cécilia. Une autre question sur les entités de supervision. Alors, en tant que SE, vous recevez certainement beaucoup de demandes d'OP. Nous n'avons pas d'instruction pour ce qui est de sélectionner votre OP, mais la majorité des SE qui ont de l'expérience jusqu'à présent, eh bien, vous avez de l'expérience, nous nous en remettons à votre jugement. Alors, l'OP doit correspondre à la définition. Si vous n'êtes pas sûr de votre éligibilité, contactez-moi. On va essayer de faire le point là-dessus. Une chose importante, c'est de vérifier, assurez-vous d'avoir une expérience dans la mise en œuvre des projets et du travail en partenariat. Et je pense que la vérification de qualité peut être faite par votre organisation partenaire qui va vous aider aussi à vérifier si votre OP a la capacité nécessaire et si le projet proposé répond effectivement aux besoins de mise à l'échelle d'activités existantes qui puissent bénéficier les membres, qui est le but de cet appel. Il y a une question aussi en français. Je vais essayer de voir si ça a... Alors, lorsqu'on fait demande de financement pour une mise à l'échelle des activités d'une OPE, est-ce qu'on peut le faire avec la même entité de supervision ou est-ce qu'on peut changer l'entité de supervision?
Alors, oui, en principe, nous nous attendons à ce que l'entité de supervision ne change pas parce que la raison pour laquelle nous permettons à des projets existants de pouvoir faire demande de fonds additionnels, c'est parce que les coûts de gestion sont plus contenus. Donc, si le projet qui existe déjà, la mise à l'échelle n'implique pas des coûts de mise en œuvre trop importants. Donc, moins important que si vous avez un nouveau projet. Donc, si votre projet existe déjà, utilisez la même entité de supervision. Et par exemple, si un de nos projets actifs au Bangladesh, par exemple, fait demande pour des fonds additionnels, l'entité de supervision peut soumettre aussi une nouvelle proposition avec un autre OP pour le Bangladesh. J'espère que c'est clair. Un de mes collègues me demande une question concernant les groupes ciblés, les bénéficiaires et les thèmes transversaux. On a déjà parlé des thèmes transversaux, mais est-ce qu'on peut préciser davantage? Oui, encore une fois, j'essaie de vous remettre à l'écran la page qui concerne le point, de façon à ce que je puisse illustrer. Alors, ici, le modèle pour la deuxième partie, les domaines thématiques. Ici, on veut voir comment combler l'écart entre les sexes. En général, on ne se demande pas que tous les projets puissent s'occuper de l'autonomisation des femmes, mais on doit quand même y toucher. Donc, l'inclusion des femmes dans le commerce ou dans des activités. Inclure les femmes dans l'accès à l'information et aussi pour utiliser l'information. Ici, on a expliqué les contributions du projet à l'adaptation ou à l'atténuation du changement. Alors, ce n'est pas que le projet soit un projet de climat, mais au moins, il faut montrer quels indicateurs vous avez indiqués au niveau du climat, etc. Et finalement, troisième point, le point sur la nutrition. Alors, c'est comme les deux premiers. Ce n'est pas mandataire. On n'est pas obligé d'avoir un biais très fort sur la nutrition, mais il faut quand même inclure quelque chose qui a à voir avec la nutrition. Et donc, si vous pouvez. Donc, mais en fait, la nutrition, c'est le seul que vous pouvez exclure, mais parce que la nutrition peut ne pas être, ça peut ne pas correspondre à votre projet. Mais si, par contre, il y a un aspect nutritionnel à votre projet, assurez-vous d'y inclure une information, un indicateur. Parce que en général, le climat et l'autonomisation des femmes sont très importants. On doit toujours inclure des indicateurs dans ce sens. Le troisième n'est pas obligatoire, mais si votre projet contient un volet qui a à voir avec la nutrition, alors on doit inclure cette partie. Alors, bien sûr, les projets peuvent toucher à plus d'un domaine thématique. Plus il y a de points qui sont inclus dans le projet, mieux c'est, parce que ça va augmenter le score dédié au domaine thématique. Alors, plus vous avez d'indicateurs, mieux c'est. Est-ce que vous pourriez expliquer davantage la question de la gestion du projet de la part de l'entité de supervision? Alors, je pensais que c'était l'OP qui assure la gestion financière du projet. Est-ce qu'il y a des contraintes procédurales qui sont faites par l'entité de supervision? Non.
les procédures doivent être les procédures de l'entité de supervision. Et donc, l'OP, lorsqu'un OP travaille avec une entité de supervision, l'entité de supervision élabore les règles. Et ce sont des règles qui sont conformes aux principes du GAFSP, bien sûr, mais il faut suivre les règles de l'entité de supervision. Donc, ce qui est très important est la transparence. Alors, chaque OP, entité de supervision, ont des règles différentes sur la façon de gérer les fonds. Mais de toute façon, les fonds sont acheminés aux organisations de producteurs et sont utilisés par les organisations de producteurs pour effectuer leurs activités. Mais la façon dont ces fonds sont acheminés en pratique dépend des règles de l'entité de supervision. Donc, lorsque vous parlez avec votre entité de supervision, assurez-vous de préciser ce point. Alors, ce n'est pas toujours ça ne fonctionne pas toujours de la même façon. Chaque entité de supervision a ses propres règles et en fonction aussi des OP. Donc, assurez-vous de faire le point là-dessus. Donc, la réponse est il faut suivre les règles de l'entité de supervision. Et naturellement, ce partenariat doit être un partenariat qui est basé sur la confiance. Et nous avons des relations de confiance avec les entités de supervision et nous déléguons cet aspect aux entités de supervision. Merci, Chichi, pour nous avoir répondu avec autant de précision à toutes ces questions. Je dois malheureusement tenir compte du temps qui nous est alloué, et ce temps est tyran. Il nous reste beaucoup de questions à répondre. On a fait de notre mieux pour répondre à autant de questions que possible, mais n'ayez crainte, nous allons continuer à vous répondre par courriel. Et aussi, on va afficher sur notre site les réponses aux questions. On va partager avec vous la présentation PowerPoint et les enregistrements dans les différentes langues de cette séance. Et malheureusement, la séance se termine et nous ne pouvons plus accepter de nouvelles questions. Il ne nous reste que quelques secondes, donc je dois respecter les délais. Mais wow, quelle séance intéressante et interactive. Je vois que 180 personnes se sont jointes de partout au monde et nous sommes très heureux et reconnaissants que vous ayez pris 1 heure et demie de votre temps pour participer à cette séance. On peut sentir l'énergie, l'intérêt que vous nourrissez envers cet appel. Nous sommes très heureux de pouvoir interagir avec vous. Nous serons toujours disponibles pour répondre à vos questions, travailler avec vous. Et donc, toutes les ressources que vous nous demandez de vous fournir seront disponibles. Alors, je vous remercie encore. Et Chichi, si tu as quelques petites remarques finales. Non, alors merci. Je n'ai rien d'autre à ajouter, sauf que n'hésitez pas à nous contacter si vous avez des demandes à nous poser, des questions à nous poser. On va essayer de vous répondre le plus rapidement possible. Le niveau d'engagement était très élevé. Nous sommes très fiers de cette initiative. Nous sommes heureux d'accueillir vos propositions dès que possible. Et je ne sais pas si Amadou est encore avec nous et s'il souhaite reprendre la parole. J'aimerais remercier aussi nos interprètes qui, comme d'habitude, travaillent avec nous et assurent la communication entre tous. Ça nous permet de partager des informations et dans la langue de votre choix. Donc, je ne sais pas si Amadou veut revenir avec nous, non? Je pense qu'il a dû partir. Il a peut-être quitté. On a déjà dépassé les délais. Alors, merci encore une fois à nos interprètes, à nos collègues pour avoir
participer, organiser cette rencontre. Et naturellement, je remercie tous les participants. Alors, merci Darina, merci à tous et au revoir. Au revoir.